5 avril 2008, date du retour à bord du TARDIS de Donna Noble, intérimaire londonienne et grande gueule légendaire. La saison 4 de Doctor Who, régulièrement citée par les fans comme étant une des meilleures saisons, voire la meilleure, vient de fêter ses 15 ans. Il est donc temps de revenir sur ce qu'elle a eu à nous offrir. La saison 4 est une des plus particulières de tout Doctor Who, de par sa forme inhabituelle. Personne n'arrive véritablement à s'accorder sur ce qu'elle englobe. 13 épisodes, plus le spécial de Noël qui les précède, c'est-à-dire le format classique d'une saison? Ou bien doit-on inclure les 5 épisodes spéciaux suivants? Certaines personnes y incluent également Time Crash, le mini-épisode multi-docteur diffusé pendant l'émission Children in Need en novembre 2007, puisqu'il s'agit de la transition entre le dernier épisode de la saison 3, Last of the Time Lords, et l'épisode de Noël pré-saison 4, Voyage of the Damned. C'est un bonus sympathique qui a pour intérêt d'entériner de manière concrète les liens entre la série classique et la nouvelle série, ce qui sera encore plus le cas dans la saison 4. On peut également inclure Dreamland, 6 petits épisodes animés numériquement, diffusés en ligne entre The Waters of Mars et The End of Time, avant d'être diffusés sur BBC Two et rediffusés sur CBBC en un seul et unique épisode. Mais même sans compter Time Crash et Dreamland, cette saison 4 englobe 19 épisodes se répartissant sur plus de 2 ans, du 25 décembre 2007 au 1er janvier 2010. Ça fait déjà beaucoup. Cette saison et les spéciaux qui l'accompagnent forment la 30e saison de Doctor Who, ce qui n'est pas rien, mais c'est surtout la fin d'une époque. Elle marque en effet les départs de David Tennant, évidemment, mais aussi d'une bonne partie de l'équipe de production présente depuis le début de la New Who, dont le showrunner Russell T Davies, la productrice exécutive Julie Gardner et le producteur Phil Collinson, qui ont d'ailleurs tous les trois repris leur poste 15 ans après, juste à temps pour le 60e de la série qui aura lieu cette année. Notons également qu'avec cette saison, Russell T Davies nous a offert quelque chose de précieux et d'unique. La bible des fun facts de production de la saison 4, The Writer's Tale. C'est un ouvrage passionnant qui regroupe l'ensemble des correspondances via email entre Russell T Davies, le showrunner de Doctor Who, et Benjamin Cook, qui à l'époque était journaliste au Doctor Who Magazine. Les emails que vous trouverez dedans vont de février 2007 à avril 2008. C'est une lecture que je vous recommande fortement si vous comprenez l'anglais, car elle est très importante pour réussir à comprendre comment une production d'une série telle que Doctor Who se déroule sur une saison complète. C'est d'ailleurs dans ce livre qu'on a découvert que les spéciaux qui suivent la saison 4 sont en termes de production considérés comme faisant partie de la saison 4. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que cette saison 4 tient toujours la route 15 ans après ? La saison 4 a commencé, comme nous en avons l'habitude désormais, par un épisode diffusé le soir de Noël. Voyage of the Damned est pourtant bien à part dans la longue tradition des Christmas Special de Doctor Who. L'épisode se devait être une plateforme entre le départ de Martha à la fin de la saison 3 et l'arrivée de Penny au début de la saison 4. Oui, Penny, car Donna n'était pas censée réapparaître dans la série. Il est vite devenu plus que ça lorsque le directeur artistique de la pop star australienne Kylie Minogue contacte la productrice exécutive de Doctor Who, Julie Gardner. C'est elle qui a proposé à Minogue d'être la guest star du prochain épisode de Noël. Nous voici donc avec pour compagne une superstar australienne. Russell T Davies, contrairement à ses habitudes, crée le rôle d'Astrid entièrement pour Minogue, en priant pour qu'elle ne laisse pas tomber le rôle en cours de route. Parmi le reste du casting, l'épisode offre une gâterie aux fans classiques avec un caméo de Bernard Cribbins, acteur britannique ayant joué le compagnon du Docteur dans le deuxième film avec Peter Cushing, Les Daleks envahissent la Terre, en 1966. On le retrouvera régulièrement durant la saison 4 dans le rôle de Wilfred Mott, le grand-père de Donna, bien qu'il n'était à l'origine pas prévu qu'il le soit. Notons enfin qu'avec ses plus de 12 millions de téléspectateurs en direct, et 13,3 millions au total, Voyage of the Damned détient toujours aujourd'hui le record d'audience de la New Who. Même en incluant les classiques, seul City of Death a battu ce record. Un concept intrigant, une star internationale au casting, sur le papier Voyage of the Damned est particulièrement prometteur. Mais le problème, c'est qu'à vouloir trop faire, eh bien, on en fait trop. L'épisode se retrouve avec un rythme un peu bâtard. Je me suis senti plus d'une fois le cul entre deux chaises, trouvant certains passages à la fois trop précipités et somme toute ennuyants. La foule de personnages est censée être attachante, mais ils sont tellement nombreux qu'aucun n'est véritablement développé à part Astrid. Et comme souvent dans ce genre de groupe de personnages archétypaux, on se retrouve donc peu investi dans la destinée de chacun. Même le capitaliste prêt à tuer des milliards de personnes pour une histoire d'arnaque à l'assurance semble plat. Paraît-il que Max Capricorn n'était plus travaillé dans la première version du script et devait même voyager tout à fait normalement à bord. Sans doute à la place du gros richou très méchant, sans la moindre aspérité. J'ai vraiment un sentiment d'occasion manquée là. Enfin, et ça c'est un problème récurrent dans les Christmas Special, l'épisode se retrouve à jongler constamment entre son côté festif qui rassemble les familles autour du sapin et devant la télévision le 25 décembre, et le fait qu'il s'agisse de Doctor Who et que dans Doctor Who, des catastrophes arrivent et des gens meurent de façon abominable.
Doctor Who est, par essence, une série qui est constamment sur un fil entre sérieux et ridicule. Or, de par leur nature, les Christmas Specials ont généralement plus de mal à rester sur cette corde que les épisodes plus simples. En fait, je ne suis même pas persuadée que ce soit véritablement un problème, c'est juste leur façon d'être. Un Christmas Special n'a pas la vocation dramatique d'un final de saison. Il se doit néanmoins d'en mettre plein les mirettes, d'être haletant et fun. Ce qui donne généralement des épisodes assez moyens, mais très divertissants. Et donc, c'est ce qu'est Voyage of the Damned, un épisode moyen, mais très divertissant, dans lequel on a peur, on est ému, mais où surtout, on s'amuse. Après cette parenthèse festive, il est temps de rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'épisode diffusé le 5 avril 2008, Partners in Crime. Un épisode hautement attendu, vu qu'il s'agit du premier d'une nouvelle saison de Doctor Who, évidemment, mais aussi du retour de Donna Noble. Ce que la VF a bien compris, parce que c'est comme ça que l'épisode s'appelle par chez nous. Donna Noble, ce n'est autre que la compagne du Christmas Special, The Runaway Bride. Souvenez-vous, c'était l'épisode entre les saisons 2 et 3. Nous l'avions donc laissée chez elle, sans mari, sans travail, mais heureuse d'enfin reprendre sa vie en main. Sauf que Donna a amèrement regretté sa décision de ne pas partir avec le docteur. Et depuis l'incident du mariage de Noël et de l'Arachnos, elle tente de retrouver le docteur coûte que coûte. Pour ce faire, elle enquête de son côté et recherche les affaires les plus louches pouvant être le dessein d'extraterrestres. Partners in Crime a tout de l'épisode de début de saison, avec son intrigue assez basique, ses personnages secondaires relativement oubliables, tout cela dans le seul but de laisser une place importante à la relation entre le docteur et sa nouvelle compagne. Si on peut reconnaître aux petites boules de graisse que sont les adiposes d'avoir su marquer les esprits de par leur allure adorable, leur nourrice quant à elle m'est sortie de l'esprit à l'instant même où l'épisode s'est terminé. Et ce n'est pas dramatique puisque le cœur de l'épisode c'est bien la relation Docteur-Donna. Donna a beaucoup mûri depuis The Runaway Bride. Elle est débrouillarde, s'enflamme moins vite, a plus conscience de ses capacités. Sa brève rencontre avec le docteur l'a changée et elle aspire à plus de changements encore. Néanmoins, elle a gardé sa verve. Ses échanges avec le docteur sont tout aussi incisifs qu'avant et, à mon sens, plus réussis, grâce à l'évolution du caractère de Donna vers quelque chose de plus nuancé. Bref, Partners in Crime est un épisode qui ne brille pas par son histoire, mais bien pour ce qu'il installe pour le reste de la saison. Je regrette toutefois l'usage de la musique. Le thème de Donna est prenant, mais n'est pas toujours à propos. L'ensemble musical de l'épisode est assez bancal. Des musiques burlesques accompagnent des scènes tragiques au point de me faire penser à l'usage des musiques dans les épisodes de Noël. Mettre une couche de soin pour adoucir le drame d'une touche festive. Maintenant que Donna est arrivée à bord du TARDIS, il est temps de lui faire visiter l'espace-temps. Pourquoi ne pas commencer par l'Antiquité? Ses poteries, ses toges, ses volcans. The Fires of Pompeii est à mon sens le meilleur épisode historique de l'ère Davis, première du nom. À la fois pour son histoire captivante et mystique, mais surtout pour ce qu'il apporte à la psychologie du docteur. Le docteur est coincé par les lois du temps. Il porte sa connaissance des grands mots de l'histoire comme un fardeau. Au fond, le docteur n'est qu'un simple seigneur du temps. Face à ce qu'il estime être un point temporel fixe, concept qu'il établit comme étant une simple théorie quelques épisodes plus tard, il se retrouve en réalité à appliquer la politique non-interventionniste de son peuple. Et c'est Donna qui le fait réagir. La simple humaine, loin de chez elle, face à une catastrophe inéluctable, qui ne peut s'empêcher d'apporter son aide et s'embrase à l'idée que le docteur se refuse à toute empathie, et à son serment d'aider tous ceux qu'il peut sauver. Le même docteur qui a été forcé de provoquer l'éruption du Vésuve et a donc pris un parti dramatique au sein de l'histoire de la Terre. S'il a le pouvoir de créer de telles catastrophes, sûrement peut-il en aider les victimes. Pas tous, mais rien qu'une famille. Ce questionnement, ce que le docteur peut et ne peut pas faire en regard du temps, est un pilier des réflexions sur sa nature profonde, qui sillonne la série, mais particulièrement la saison 4. The Fires of Pompeii est en quelque sorte l'élément déclencheur qui nous mènera au Time Lord Victorious, le docteur quasi divin, qui pense avoir droit de vie ou de mort sur les êtres vivants car il tient tête au temps. Toujours lié à cette thématique, Donna prouve au docteur que rester seul signifie pour lui devoir porter des poids et des décisions trop lourds. Comme si sa proximité avec les humains était la seule chose qui l'empêchait finalement de tourner aussi mal que les Seigneurs du Temps. Notons le soin apporté aux costumes, mais surtout aux décors, puisque l'épisode est tourné, excusez-moi du peu, dans les décors de la série Rome au studio de Cinecittà à Rome. Et ouais, ce sont les mêmes décors que pour le livre 6 de Camelot, ouais. Enfin, n'oublions pas qu'il s'agit de la première apparition dans la série de Karen Gillan, qui interprétera Amy Pond la saison suivante, et de Peter Capaldi, le futur 12e Docteur. Beaucoup de détails et thématiques qui me font oublier le peu d'intérêt mis dans les Pyroviles, encore une fois plus prétexte à développer des personnages qu'autre chose. Si les effets spéciaux qui les animent n'ont pas particulièrement bien vieilli, on peut tout de même noter l'originalité de leur design, mi-soldat en armure, mi-l'avant-fusion. L'épisode suivant voit enfin l'envol de Donna Noble à travers les étoiles lointaines. Planet of the Ood est une histoire sordide de trafic d'êtres vivants, où des humains véreux, ce qui n'est pas un pléonasme mais pas loin, ont mis en esclavage l'entièreté d'une espèce sensible.
Nous avions déjà vu les Wood pendant la saison 2, pendant le double épisode Impossible Planet The Satan Pit, dans lequel ils étaient vraiment montrés juste comme du bétail servile, bien que cela déplaise beaucoup au Docteur, et surtout à Rose. Ici on passe un cran au-dessus. Nous voici sur leur propre planète, la Wood Sphere, exactement là où se déroule le trafic d'Ood. Je vais passer très rapidement sur mon appréciation de l'épisode, que je sais à contre-courant de la plupart d'entre vous. Je n'ai pas du tout aimé Planet of the Ood à ce revisionnage. Je me suis profondément ennuyée face au nombre ridiculement élevé d'allers-retours entre chaque bâtiment pour atteindre les 45 minutes d'épisode réglementaire. Et j'ai même été extrêmement déçue par la fin, dont j'avais un bon souvenir, mais qui m'a semblé aussi délicate qu'un coup de pelle dans la face. On aurait pu s'épargner quelques allers-retours pour développer plus longuement les conséquences de la diffusion de la chanson de la captivité et de la liberté à travers l'univers, et ainsi freiner sur le pathos signé. Ah, et c'est moche. Il n'y a aucun doute sur le fait que cet épisode n'est pas celui qui a récolté le plus de budget. Bref, ça c'est dit, maintenant on peut s'arrêter sur le véritable intérêt de l'épisode. Le parti pris le plus représentatif de cette saison 4 est qu'elle est le pinacle des valeurs sociales, antifascistes et égalitaires de la série. Ou comme on dirait sur BFM TV, la saison 4 est une preuve de la gauchisation wokiste de Doctor Who. Planet of the Ood ne prend aucun gant pour marteler que les humains sont par essence des colonisateurs avec tout ce que ça sous-entend. Ils pillent les civilisations qui ont le malheur de se trouver sur leur passage. Ils en asservissent les habitants, les exploitent, gomment leur culture, martyrisent leur chair, leur famille, leur libre arbitre. Comble de cynisme, ces riches colons aiment se revendiquer citoyens du second grand et bienfaisant empire humain, s'accordant ainsi le rôle de bienfaiteur de l'univers. La souffrance des Ood est cachée, mais lorsqu'elle est initialement entendue par Donna, cette dernière est si bouleversée par la violence de la vérité qu'elle préfère s'en détourner à sa grande honte. Et la fin, aussi caricaturale et facile que je l'ai trouvée, libère enfin les Ood de leur calvaire. Peut-être est-ce l'optimisme doux rêveur de cette fin, qui suggère une bonté cachée chez les humains, qui n'aurait besoin que d'un déclic pour ressortir, qui m'a tant plu par le passé et me laisse aujourd'hui de marbre, en ces temps troublés où mon espoir en l'humanité n'est pas au mieux de sa forme. Bref, que de joyeuseté. Parlons plutôt d'Elon Musk, de Luke Ratigan. Le petit génie persuadé d'être moralement supérieur à tous les autres êtres humains grâce à la taille de son ego, celle de son porte-monnaie, et celle de son équipe de super cerveaux qui l'aide à créer l'invention qui changera l'humanité, avant que la dite invention ne se retourne contre nous. Honnêtement, la seule différence entre un Ratigan et un Musk, c'est que Ratigan, il est vraiment intelligent. Vous l'aurez compris, je vous parle maintenant du double épisode The Sontaran Stratagem, The Poison Sky. Une histoire vraiment très classique d'invasion de la Terre par des vilains guerriers aliens, qui, comme souvent, passent par des plans particulièrement tarabiscotés pour prendre le contrôle de la planète en douce, alors qu'ils ont l'habitude de détruire 10 civilisations au petit-déj. Mais enfin, c'est du Doctor Who basique, quoi. Pas grand-chose à en retenir si ce n'est le retour de Martha, partie pourtant il y a peu, mais qui semble bien s'en tirer sans le Docteur, et qui est désormais membre de UNIT. Et aussi un tacle au greenwashing, à la course effrénée à la technologie, avec le recycleur d'air Atmos, censé réduire les émissions des véhicules et installé en grande pompe dans le monde entier avant de s'avérer être extrêmement polluant et nocif. Un peu comme un certain milliardaire qui a commercialisé des milliers de bagnoles électriques qui s'avèrent peu écologiques, complètement buggées, et qui enchaînent les accidents graves. Mais bref, je divague, hein. L'air Tennant n'est pas politique, m'a-t-on toujours dit. C'est pas moi qui vais aller rajouter du propos dans les épisodes quand même. Ah, mais ne serait-il pas temps de parler du personnage qui déchaîne les passions? The Doctor's Daughter, la fille du Docteur! Je ne vais pas le cacher, l'obsession pour ce personnage avait fini par causer en moi une réaction inversement négative. Je ne retournais donc pas vers cet épisode de gaieté de cœur. Quel plaisir de constater que sans être révolutionnaire, The Doctor's Daughter fait fort efficacement le job. L'épisode prend son temps, sans jamais traîner, grâce au découpage de l'histoire autour des deux factions. Donna semble un peu de trop dans cette histoire où Martha et Jenny se partagent le rôle de compagne. Mais elle sert surtout de passerelle entre le Docteur et sa fille, entre grosses guillemets. Le concept de la guerre intergénérationnelle entre clones, qui ne dure en réalité pas plus d'une semaine, est brillamment développé. La réflexion sur la nature de soldats est pertinente et sera d'ailleurs approfondie en fin de saison. Quant à Jenny, elle est en effet remarquablement touchante, et sa résurrection, qui n'était initialement pas prévue, et est un ajout suite à un conseil de Steven Moffat, est à la fois un message de rêve et d'exploration un peu gnangnan, et aussi du pain béni pour les théories en tout genre. Tu m'étonnes qu'elle soit populaire. Bon allez, faut bien passer à la suite. The Unicorn and the Wasp, épisode qui se déroule dans les années 20, juste avant la disparition mystérieuse de la romancière Agatha Christie. J'ai vraiment pas envie d'en parler. Faut vraiment parler? Bon bah, on va en parler, hein. Le whodunit est un genre policier particulièrement populaire en littérature au début du XXe siècle, mais qui ne part jamais bien loin tant il est efficace, prenant et divertissant. Le concept?
Une énigme, souvent liée à un meurtre, doit être résolue grâce à toute une ribambelle d'indices et de suspects. Le lecteur ou le spectateur suit le personnage menant l'enquête et découvre les indices en sa compagnie, lui permettant d'élaborer des théories au fil des découvertes. Théories qui s'avèrent souvent fausses ou incomplètes, jusqu'à trouver enfin là où les clés du mystère. En gros, c'est Cluedo, quoi. Agatha Christie étant une spécialiste du whodunit, il semblait donc fort à propos de faire un épisode à son sujet, qui est un whodunit. Sauf que The Unicorn and the Wasp fait tout ce qui n'est ni fait ni à faire, comme s'il n'avait pas compris que les codes du whodunit qu'il tente de reproduire se doivent de respecter une certaine rigueur. Tout est brouillon. Pire de tout, la scène de la grande révélation du coupable est un carnage. Elle se veut parodique, humoristique, mais se perd dans son pastiche pour en devenir incompréhensible. Oui, c'est exactement ça. The Unicorn and the Wasp est un pastiche qui ne se voulait être qu'un pastiche et qui n'a pas vraiment l'âme de ce qu'il est censé imiter. L'épisode tente un vague message féministe et on sent qu'il veut vraiment bien faire pour nous vendre Christie comme une femme indépendante et engagée. Mais c'est noyé au milieu d'un trop de tout. Agatha Christie méritait mieux et c'est assez frustrant de se dire qu'elle ne pourra plus apparaître dans la série car on l'a déjà vue dans ça. Le plus désagréable est derrière nous, yes! Entrons maintenant dans ce que j'estime être l'enchaînement le plus qualitatif de 4 épisodes de l'entièreté de la série. Peu d'épisodes approchent la perfection. Ces 4-là, ils sont pas loin. Le double épisode Silence in the Library et Forest of the Dead possède tous les avantages d'une histoire de Steven Moffat. C'est un enchevêtrement de concepts aussi déroutant que maîtrisé. Une petite fille ordinateur en charge d'une planète bibliothèque, où l'on se demande pendant une bonne partie de l'épisode si c'est une enfant qui rêve de la bibliothèque, si la bibliothèque est réelle, si la petite fille est réelle, si elles coexistent ou sont plutôt des concepts. Des créatures cachées dans l'ombre, histoire de nous offrir une nouvelle peur irrationnelle pour quelque chose du quotidien, il aime bien ça, Steven Moffat. Le danger est omniprésent, les seuls moments de relative relâche se trouvent être les scènes dans l'esprit de Cal, et j'ai bien dit relatif, car le malaise constant qui peuple ces scènes n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de réconfortant. Et enfin, et non des moindres, l'apparition de River Song, une femme avec autant de bagou que le docteur, qui le connaît jusqu'au bout des ongles et a vécu des dizaines d'aventures en sa compagnie, tandis que le docteur n'a aucune idée de qui elle est. Qu'il est extraordinaire de redécouvrir cet épisode en connaissant toute l'histoire de River et du docteur. On y déniche tellement d'indices et d'allusions reprises par la suite, tout particulièrement dans Husbands of River Song, censé se dérouler juste avant. Tiens, c'est une idée ça, essayer de regarder les épisodes de River dans son ordre chronologique. Bref, j'ai frissonné face au Vashta Nerada, j'ai retenu mon souffle lors des courses-poursuites, j'ai pleuré pour Donna et la perte de ce qui lui est cher, pour Miss Evangelista, moquée de tous jusqu'à la mort, et pour River bien sûr. Pour River et son sacrifice envers l'homme qu'elle aime, incapable de la connaître mais suffisamment alerte pour vouloir lui offrir une nouvelle vie virtuelle. Que voulez-vous, je suis un cœur d'artichaut. Les actes d'amour sincères, ça me fait fondre. Si je comptais souffler après cet éprouvant double épisode, je suis mal barrée. Midnight ne suit pas les aventures de Donna au spa, ce qui aurait été beaucoup plus reposant, mais probablement moins palpitant. Ah non, on va plutôt partir sur une intrigue en huis clos, dans une navette en panne au beau milieu d'une planète où rien n'est censé survivre et pourtant, il y a quelque chose dehors. Midnight est probablement l'un des épisodes les plus terrifiants de la série. Encore une fois, on est face à un concept horrifique simple mais fort. Une créature qui copie nos paroles jusqu'à les devancer. Le seul petit reproche que je pourrais faire à Midnight, c'est de tourner un peu en rond. Concept et durée imposée oblige, mais c'est pour chipoter. L'épisode ne nous laisse pas respirer, nous enfermant avec les personnages dans une ambiance claustrophobique dans laquelle se développe une paranoïa collective. Ce qui le rend aussi effrayant, c'est son réalisme, et la facilité avec laquelle messieurs et mesdames tout le monde tombent dans le rejet de la différence et la violence face à l'inconnu, tout particulièrement au milieu d'une masse. Les avis mitigés n'existent plus, tu es avec nous ou contre nous. Et il faut agir pour éliminer ce que l'on estime être la source du problème. Le temps n'est pas à la réflexion, mais à l'action. Tout cela nous laisse avec une question dure et insoluble. Que ferions-nous dans cette situation ? Vu de l'extérieur, il est facile d'affirmer que nous aurions soutenu le docteur. Mais avec le stress de l'urgence et la pression de nos pairs, qu'en serait-il véritablement ? Certains voyageurs sont dans le doute, changent d'avis à chaque nouvelle frayeur. Quoi de plus naturel en situation de doute intense ? Ce dilemme moral se termine en apothéose avec le sacrifice de l'hôtesse, elle-même parmi les personnages hésitant le plus jusqu'à cette action fatidique. Elle commet l'ignoble acte que le docteur l'avait supplié de ne pas réaliser plus tôt dans l'épisode, mais y ajoute un sacrifice désintéressé et profondément humain. Elle ne connaît pas ces gens, et eux ne connaissent même pas son nom. Pourtant, le docteur lui doit la vie, et elle a ôté leur fardeau aux autres passagers, qui lui doivent eux aussi la vie, en y réfléchissant bien. Allez,
Avant de passer à la suite, est-ce que vous saviez que Midnight est un épisode qui, normalement, n'aurait jamais dû voir le jour et qui a juste été créé à l'arrache par Russell T Davies pour combler un trou ? Le 10e épisode devait être Cemetery House, mais son ton humoristique le rapprochait un peu trop au goût de Russell T Davies d'un Unicorn and the Wasp. Le Docteur y rejoignait une émission de télé-réalité paranormale, émission que Donna suivait depuis chez elle. C'est pour ça qu'on la voyait très peu dans un épisode, vu que Midnight est un épisode Companion Light. Et oui, parce qu'il y avait 2 épisodes tournés en même temps pour des raisons de temps et de budget. Pendant que David Tennant tournait Midnight, Catherine Tate tournait Turn Left. Le 4e et dernier épisode de ce que j'ai nommé tout à l'heure l'enchaînement de 4 épisodes le plus qualitatif de l'entièreté de la série. Turn Left est un what if ultra efficace et traumatisant, dans lequel aller à droite plutôt qu'à gauche a mené à une catastrophe nucléaire et à la montée du fascisme. Si Donna va à gauche, elle et le Docteur s'entraident, sauvent le monde à maintes reprises, apportent espoir et soutien sur leur passage. Si Donna va à droite, le Docteur doit se débrouiller seul et en meurt. Ses amis doivent agir chacun de leur côté pour enrayer les invasions aliens suivantes, y laissant eux aussi la vie. À droite disparaît l'espoir. À droite s'alignent les camps de réfugiés, les camps de travail, les déportations. Turn right, turn left. Tourne à droite, tourne à gauche. J'insiste bien, hein, pour qu'on voit sans équivoque que Russell T Davies avait mis juste sous nos yeux dès le départ la preuve que Turn Left, c'est son épisode le plus politique jusqu'à présent. Comme pour Midnight, Davies nous met face aux pires maux de la psyché humaine. L'épisode est une lente descente aux enfers, durant laquelle le scénariste a voulu insuffler un air de vie en temps de guerre, sans cacher le moins du monde que les réfugiés étrangers sont envoyés dans des copies de camps de concentration nazis. C'est lui-même qui le dit avec ses mots dans le Doctor Who Magazine de l'époque. Turn Left, c'est aussi ses personnages. Une Donna brisée, inconsciente de son importance dans cette histoire, elle qui n'est qu'une petite intérimaire parmi d'autres, une employée de bureau ordinaire, mais dont un simple choix a fait basculer la vie de millions de personnes sans même qu'elle s'en soit rendue compte. Une Donna si forte malgré son vécu accablant qu'elle est prête à se sacrifier pour sauver la Terre et le Docteur, sans preuve que ce sacrifice sera suffisant et qu'il était nécessaire. C'est aussi Wilfred et Sylvia, une famille désunie, forcée à se serrer les coudes envers et contre tout. Et c'est également Rose, le grand retour de Rose, après quelques caméos dans les épisodes précédents, sous forme d'interférences. Elle est probablement ce qui m'a le moins convaincu dans l'épisode. On n'est pas vraiment face à la meilleure performance de Billie Piper, mais ce qui m'a surtout gêné, c'est qu'elle sait tout. Il est établi que son univers parallèle a un peu d'avance sur le nôtre, ce qui justifie, pour le final, qu'elle sache que les étoiles disparaissent. Mais cela n'explique pas qu'elle sache systématiquement où se trouve Donna à un instant T, et surtout que c'est ce virage à droite qui a tout provoqué. Ou alors, elle allait faire tout ça après que Donna soit retournée déjà dans le passé, mais donc, comme Donna a effacé la ligne temporelle, comment est-ce que Rose aurait eu le temps de pouvoir retourner dans le passé de Donna de la ligne temporelle modifiée? Non, ça n'a pas de sens. Je terminerai en évoquant la nature du scarabée temporel, membre de la brigade du Trickster, une référence géniale mais peut-être obscure pour certains d'entre vous. Ça vaut le coup de la clarifier. Le Trickster est un méchant emblématique du spin-off The Sarah Jane Adventures. Son but est de retirer des gens de leur ligne temporelle afin de créer une ligne parallèle chaotique. Si on peut regretter que le Trickster n'ait jamais eu sa véritable apparition dans Doctor Who, eh bien au moins le scarabée a servi de passerelle. Peut-être qu'un jour, le Trickster pourra faire son retour. En saison 14, par exemple. Petit aparté, sur le thème des catastrophes nucléaires et des réfugiés, je vous conseille le téléfilm de la BBC Threads. C'est absolument traumatisant, fascinant, glauque à souhait, mieux vaut y aller averti, mais il vous changera à tout jamais. Il est enfin temps de parler de la fin de saison. Mais attention, ce n'est pas la fin de la vidéo. Et non, car on va se retrouver juste après pour parler des épisodes spéciaux. Alors restez là. Mais bref, The Stolen Earth et Journey's End marquent bel et bien la fin de la saison 4, telle qu'on l'entend la plupart du temps. On quitte ici les thèmes très lourds abordés dans les épisodes précédents. À part tout le laïus de Davros sur le Docteur qui transforme ses compagnons en guerriers, l'épisode garde un cap clair, en foutre plein la gueule et être un joyeux bazar de fanservice. The Stolen Earth et Journey's End représentent en effet le point d'orgue de toute l'ère Russell T Davies, première du nom, ainsi que des spin-offs qui y sont associés. Apprécions d'ailleurs le fait que les personnages de Torchwood et de Sarah Jane Adventures ne nécessitent pas forcément qu'on ait vu leurs séries respectives. Il faut dire que vu le bordel de personnages qu'est ce double épisode, c'est pas plus mal que la plupart soient juste des caméos pour faire coucou. C'eût été impensable de leur donner une place à tous. On retrouve en effet le Docteur et Donna, évidemment, la famille de Donna, Martha et sa mère, Rose venue de l'univers parallèle suivi par Jackie et Mickey, Harriet Jones, Sarah Jane, Luke et Monsieur Smith de The Sarah Jane Adventures, Captain Jack, Gwen et Yanto depuis la base Torchwood de Cardiff, Davros même, pour son premier grand retour de la New. Et toute la saison nous a préparés à cette apothéose.
Les disparitions de planètes, de lunes et d'abeilles. Les apparitions de Rose sur les écrans et dans la rue. La cascade de la Méduse évoquée pour la première fois en saison 3. Et même Harriet Jones, oui, on sait qui elle est, qui a utilisé le réseau à basse fréquence développé grâce à l'argent de Monsieur Cooper, qui est le guide dans Voyage of the Damned. Le Docteur et Jack se sont même trimballé la main du Docteur depuis The Christmas Invasion pour qu'elle trouve enfin son utilité finale. Parce que oui, évidemment, comment parler de The Stoleners et de Journey's End sans évoquer la régénération la plus égocentrique et prétentieuse qui soit. Ok, l'action colle à merveille à la personnalité imbue d'elle-même du 10e Docteur. Ça étoffe l'aspect divin qu'il cherche de plus en plus à s'octroyer, et ça passe une nouvelle vitesse vers le Seigneur du Temps victorieux des épisodes suivants. Mais je vais vous confier une chose. Si j'avais vu la série en direct il y a 15 ans, et que j'avais donc eu à attendre une semaine après ce début de régénération surprise, tout ça pour ça, voici quelle aurait été ma réaction. C'est pour ça que je me méfie de tout avec Russell T Davies pour les 60 ans et pour la saison 14. Je sais de quoi il est capable. Ce gros troll est capable de faire absolument tout et n'importe quoi pour nous faire tourner en bourrique jusqu'à faire coexister, et oui, deux messieurs dames, deux David Tennant. On n'évoquera pas le troisième. On reste dans le ton du double épisode, une avalanche de fanservice complètement illogique mais fun. Le ta gueule c'est magique élevé au rang d'art. Et en plus on donne un cadeau à Rose, chouette. Elle est trop contente avec son lot de consolation. J'admets que cette partie, digne d'une fanfic Wattpad pas terrible, m'exaspère. C'est vraiment juste Davis le fanboy de Doctor Who qui, tant qu'à ne pas faire les choses à moitié, se lâche et donne juste ce que les fans attendent. Avec une entourloupe, pour laisser tout ce gnangnan dans le monde parallèle, fermer enfin la parenthèse rose qui dure depuis 2 longues saisons et enfin passer à autre chose. C'est assez malin d'avoir eu recours au subterfuge du monde parallèle pour pouvoir se faire plaisir sur l'histoire de Rose et du Docteur, sans pour autant ternir l'histoire générale de la série. Mais on est vraiment ici face au genre de relation qui, personnellement, m'horripile dans Doctor Who. Si vous voulez m'étendre un peu à ce sujet, je vous conseille notre vidéo « Le Docteur doit-il embrasser ses compagnes ?» Voilà, c'est la petite pub. De même, ce double est bien utile vu qu'il permet au Docteur de commettre un génocide sans état d'âme. Bah oui, hein, c'est pas vraiment lui qui tue les Daleks, c'est son double. Ce qui est assez doux amer dans une saison comme The Fires of Pompeii, où le Docteur a dû commettre le génocide des Pyroviles pour pouvoir sauver la Terre, quoi. En parallèle de ce double est né le point le plus tragique et fort de cette histoire, et la partie que je préfère, le Docteur Donna. Une Donna mi-humaine, mi-dame du temps, portée par la parfaite interprétation de Catherine Tate. Le Docteur Donna est un mélange impeccable entre les attitudes des deux personnages. L'euphorie de l'action en sa compagnie n'en rend sa chute que plus tragique encore. Nous connaissons tout le chemin que Donna a parcouru jusqu'à cette étape finale, pompeuse puis déchirante, de femme la plus importante de l'univers. Le départ de Donna, suppliante, renvoyée à sa vie pathétiquement étriquée, sans pouvoir se souvenir de sa bravoure et de ses capacités, est sans équivoque pour moi le départ de compagnon le plus cruel et poignant de la New. Le Docteur est de nouveau seul. Donna aussi d'une certaine manière, même si elle l'ignore. Et ainsi se termine l'arc de la saison 4, mais pas celui du 10e Docteur. Pour comprendre pourquoi l'année 2009 a été si particulière pour Doctor Who, il faut se tourner du côté de Russell T Davies. Il explique dans The Writer's Tale que le but était que la nouvelle équipe qui va prendre en charge la série à partir de la saison 5 ne se jette pas directement dans le grand bain, et un petit peu de temps pour se mouiller la nuque. La BBC voulait du coup que Russell T Davies fasse une saison complète en 2009, mais non, c'était un refus catégorique de sa part. C'était 5 épisodes maximum, point barre. Le mec n'en pouvait plus, il voulait juste se casser, et honnêtement, quand on fait un job comme showrunner de Doctor Who, ça se comprend. Lorsque nous retrouvons le Docteur dans l'épisode spécial de Noël 2008, le titre nous annonce déjà tout un programme. The Next Doctor. Va-t-on voir le prochain Docteur ? Ou un prochain Docteur, mais pas forcément le 11e ? Bon, vous savez que c'est une supercherie, mais même en étant prévenu, l'épisode arrive à nous prendre dans le concept initial. Le début est palpitant, on se prend au jeu. Pour faire simple, tout ce qui a trait à Jackson Lake, notre faux Docteur, est globalement plaisant. La petite enquête, les souvenirs qui réapparaissent au fil de l'aventure, tout ça c'est plutôt sympathique. Au-delà du début survitaminé, c'est un peu mou, mais ça se regarde. Sauf que l'épisode, ce n'est pas que Jackson Lake. C'est aussi et surtout les Cybermen. Et là, je trouve pas grand-chose à sauver. Passé leur première apparition intrigante et leur look original, les Cybershades s'avèrent n'être que des sous-fifres, tout ce qu'il y a de plus classique. Le Cyber Leader est bête, comme ses pieds. C'est bien la peine d'avoir un Cyberman supérieur aux autres Cybermen, si c'est pour qu'il soit aussi nul. Et Miss Artigan. Mais si, vous savez, la meuf en robe rouge, là. Miss Artigan, donc, n'est ni effrayante, ni mémorable.
Il ne suffit pas de clamer qu'un personnage est badass pour que ce personnage le soit. Et rien dans l'attitude et les paroles de Miss Hartigan ne fait d'elle une méchante charismatique. On se demande vraiment ce qu'elle apporte aux Cybermen et pourquoi ils veulent absolument en faire le Cyber King, tant elle peine à convaincre. Le Cyber King, justement. Un mecha, pourquoi pas? C'est amusant à mettre en lien avec des cyborgs comme les Cybermen. Mais dans les faits, il a bien peu d'utilité, est abattu avec une facilité déconcertante et... Bah, excusez-moi, mais c'est laid à souhait, quoi. Tout l'épisode est plutôt joli, mais cette fin est une fois de plus la preuve que les effets spéciaux pas chers, qui étaient déjà considérés comme pas terribles il y a 15 ans, sont aujourd'hui à la limite du regardable. Chaque scène de ce genre me convainc un peu plus qu'un épisode vieillira toujours beaucoup plus vite avec des effets numériques que des effets pratiques. En parlant de ça, vous avez vu le bus de Planet of the Dead? C'est pas beau, hein? Allez, on s'attaque au premier épisode spécial de Pâques, exercice qui ne sera renouvelé qu'avec Legend of the Sea Devils, preuve s'il en est qu'il faut pas faire d'épisode de Pâques. Démarrons cet épisode en compagnie de la cambrioleuse la moins charismatique des cambrioleuses de fiction, Lady Christina de Souza. Je trouve qu'il y a très peu de mauvais choix de casting sur Doctor Who, en particulier sur les personnages principaux, mais Lady Christina est un cas d'école. Michelle Ryan joue comme une chaise et aucune de ses répliques ne sonne juste. À aucun moment je n'ai trouvé crédible cette cambrioleuse aristocrate au sourire agaçant. C'est comme pour Miss Hartigan. Répéter que Lady Christina est douée et badass, ça suffit pas. N'est pas Riversong qui veut. Les autres voyageurs du bus sont anecdotiques à souhait. Mention spéciale aux 2 qui obéissent aveuglément au docteur, qui leur parle comme à des chiens, et finit par les faire embaucher par UNIT. Ça m'a rappelé ma JAPD et les militaires qui proposaient aux ados les plus paumés de rejoindre l'armée, quoi. J'accorde un bon point à Malcolm, espèce d'Osgood en pire, fanboy absolu du docteur et qui est un petit peu rigolo. Fun fact, il reprend le même poste que le technicien de UNIT de l'épisode The Demons qui s'appelait Osgood. Voilà, c'est amusant, faites ce que vous voulez de cette anecdote. Le point le plus sympa de l'épisode est son désert. C'est un très joli désert. C'est logique, hein, parce que c'est le vrai désert de Dubaï, ils sont vraiment allés tourner là-bas. Le problème du désert, c'est que ça a beau être joli, c'est surtout vide et très vite redondant. Donc si le script n'est pas solide ou proche d'un huis clos à la Midnight, on s'ennuie. Le spécial suivant, The Waters of Mars, est un Autumn Special. Un spécial d'automne. Initialement, c'était censé être un Christmas Special, donc j'imagine qu'ils l'ont placé un peu où ils ont pu dans le calendrier. D'ailleurs, ça se sent, l'équipage s'apprête à fêter Noël et ils reviennent sur Terre sous la neige. Ça fait pas très mois de novembre. The Waters of Mars est bien placé avec Midnight dans la liste des épisodes les plus terrifiants de Doctor Who. C'est un excellent épisode de base assiégée, implacable et sinistre. Je me répète, je sais, mais le maquillage et les effets pratiques sont pour beaucoup dans l'efficacité de l'horreur de Waters of Mars. La menace semble tangible à travers cette peau craquelée, ses yeux blancs et cette eau dégoulinante. Même au-delà de l'aspect des antagonistes, Waters of Mars est un bel épisode. À part quelques plans aériens de la base, Mars est toujours joli 15 ans plus tard. Dans sa globalité, l'épisode vieillit comme du bon vin et n'a pas pris une ride. Il m'a transporté d'un bout à l'autre, aidé par son habile suspense. Dès le départ, nous savons que tous les membres de l'équipage sont voués à mourir le jour même dans une explosion nucléaire. Le docteur le sait lui aussi et est tiraillé entre son besoin de rester à l'écart de ce point fixe et sa curiosité. Lui comme nous, savons qu'il ne doit rien faire. Nous connaissons l'issue fatale dès le départ, mais n'avons aucune idée du cheminement qui va y mener. Pourtant, un espoir subsiste. Et si, malgré tout ce qu'il nous a dit, malgré tout ce que l'on sait sur l'importance capitale de cette catastrophe, le docteur intervenait? Et s'il sauvait cet équipage? On l'espère sans y croire, et pourtant l'idée traverse aussi l'esprit du docteur, aboutissant à la forme finale du docteur divin. Le seigneur du temps victorieux! I'm the winner. That's who I am. The Time Lord Victorious. I don't care who you are. The Time Lord Victorious is wrong. That's for me to decide. Le seigneur du temps victorieux. Celui qui soumet le temps à sa volonté et décide qui doit mourir ou vivre, avant qu'Adélaïde lui rappelle brutalement qu'il n'a pas à s'octroyer ce droit. Cette chute brutale de cet ego surdimensionné est probablement ce que je préfère dans le développement du 10e Docteur. Depuis au moins 2 saisons, il ne cesse de se croire de plus en plus supérieur par rapport au reste de l'univers. Un trait de caractère qui lui est propre et qui fait tout le sel de cette incarnation. Le suicide d'Adélaïde pour rétablir le cours du temps, puis la présence d'Oud Sigma pour lui signifier qu'il est allé trop loin, indique bien la vanité de l'entreprise du docteur. Les règles de non-intervention des seigneurs du temps existent pour de bonnes raisons et personne ne devrait avoir tant de pouvoir entre les doigts. L'épisode trouve un bel écho avec Fires of Pompeii. La présence des compagnons aide le docteur à prendre ses pires décisions sans perdre son empathie. La solitude le pousse à prendre ses pires décisions pour satisfaire ses convictions. Cela va le mener à la fin de son existence. En tout cas, sous cette apparence. Mais avant d'aborder The End of Time, petit tour par Dreamland.
Techniquement, cet épisode animé ne compte pas dans la chronologie de Doctor Who. C'est un bonus qui a eu le malheur d'être diffusé après Waters of Mars, donc le voici ici. Ce qui est un peu étrange à regarder de cette manière puisqu'il n'a rien à voir avec le Seigneur du Temps victorieux. On est sur une aventure plus que classique de Doctor Who, avec des compagnons d'un jour, un désert, et des aliens à gros yeux. Non promis, je ne parle pas de Planet of the Dead. L'histoire est plutôt plaisante et tourne autour de la zone 51, surnommée Dreamland. Ça parle donc d'armées américaines et d'aliens, mais aussi de robots, d'invasions, plutôt classiques, comme je disais. Mais la vérité sur Dreamland, c'est qu'on ne retient pas son histoire somme toute correcte, mais bien son esthétique absolument dégueulasse, mais regardez-moi cette horreur! Dans notre vidéo sur la saison 3, j'avais évoqué The Infinite Quest, qui, lui, utilisait une animation flash en 2D. Ici, ça s'est saucé à la production et c'est parti sur de l'animation 3D générée sur ordinateur et ça m'a rappelé mes longues heures face à des cinématiques PS2 ou GameCube, quoi. C'est innommable. Bref, c'est sympa d'avoir essayé quelque chose d'original, il y a peut-être une raison si c'est vite tombé dans l'oubli. Après cette parenthèse complètement random, on revient au Seigneur du Temps victorieux, qui est en fait un Seigneur du Temps loser, bougre, nul, qui s'en va vers la fin de son existence. On voit enfin le bout de cette saison 4 à rallonge avec la diffusion de The End of Time partie 1 et 2, respectivement à Noël 2009 et Nouvel An 2010. On retrouve ici un docteur brisé, plus dark que jamais. Il est bien loin l'habituel docteur pétillant et grande gueule avec ses mimiques enjouées. Nous voici désormais face à celui qu'on a aperçu brièvement jusque-là, mais qui a pourtant toujours été là derrière le masque de surconfiance en soi du 10e docteur. C'est un docteur solitaire, toujours en deuil des seigneurs du temps, et qui vient de se prendre dans la poire la dure réalité qu'il ne peut pas prendre le temps de court. Et c'est en plein milieu de ce questionnement que revient Gallifrey, ce que lors de mon premier visionnage, j'estimais être une bonne chose, me semblait-il tout du moins. J'ai vite déchanté. Ce retour de Gallifrey, sur le coup, on peut en effet le vivre de deux manières. Soit on ne suit que la New Who, et on se ravit de ce retour avant de sérieusement déchanter, soit on a vu les classiques avant, et on sent directement venir la merde. Parce que les Seigneurs du Temps, c'est des grosses merdes. Bon, vous le savez maintenant, vous avez vu 9 autres saisons de la New Who depuis. Mais à l'époque, les spectateurs de la New Who n'avaient eu le droit qu'au deuil du Docteur et son regret d'avoir dû les effacer. On pensait jusqu'alors que c'était des dommages collatéraux, mais il devient criant que non. Le Haut Conseil de Gallifrey avait tout bonnement pété une durite. Et en plus, ils ont fait revenir la plus grosse merde du lot, Rassilon, qui effectue ici sa première apparition vivante de toute la série. Timothy Dalton excelle dans ce rôle, mais je regrette le fait que les Seigneurs du Temps restent si distants, laissant le Docteur à son dilemme moral face au Maître sans intervenir des masses, alors qu'il est sur le point de les renvoyer dans la guerre du temps. Ils sont quand même vachement embêtés pour pas grand-chose, quoi. Le Maître, justement. Parlons-en. C'est mon antagoniste préféré de toute la série, et John Simm ne fait pas exception. La fin de la première partie est un cas d'école de plan archi-tarabiscoté du Maître qui va forcément se vautrer misérablement mais reste super cool malgré tout. Il est également extrêmement touchant dans la seconde partie où l'on développe son passé d'enfant maltraité et des conséquences qui l'accableront à vie. J'ai plus de mal avec lui dans la première partie. Sa résurrection digne d'un épisode de Charmed, tout mon respect à Charmed malgré tout, les flashs de son squelette cartoonesque qui détonne trop sévèrement avec l'ambiance de l'épisode, je suis pas convaincue. À choisir, je préfère la simplicité des retours inexpliqués habituels du Maître, moins mystique certes, mais plus énigmatique. Mais qui aurait pu croire que l'antagoniste du climax de cette histoire, à ses dépens certes, soit en réalité Wilfred? On atteint ici la fin du Time Lord victorieux. Le Docteur met toute sa fierté et son orgueil de côté pour sauver un petit humain de rien du tout. C'est le retour total du Docteur tel qu'on le connaît, celui pour qui chaque vie importe et pour qui aucune ne vaut plus qu'une autre. Suite à cette scène absolument déchirante, nous disons finalement adieu à David T. Ah non. Non, ça va pour l'instant. Le 10e Docteur reste malgré tout fidèle à sa nature de drama queen et nous entraîne dans une séquence pré-régénération interminable qui lui convient à la perfection, alors qu'il revisite tous les compagnons de son ère. Tellement interminable que ça en devient presque un sketch malgré l'émotion que cette séquence suscite. Enfin, ça y est, le chant des Ouds devient tonitruant, les larmes coulent, I don't wanna go, et ça explose! Nous voici face à la première régénération qui fait tout péter dans le TARDIS en vol, une belle idée de merde de la part du Docteur si vous voulez mon avis, mais qui en fout toujours plein les mirettes. Et le voici! Oh, bébé Matt Smith est là, que mignon, bébou! Après le 10e Docteur abusivement dramatique, le 11e Docteur débarque dans un excès inverse, survitaminé et exubérant. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car si le 11e Docteur fait ici ses premiers pas, eh bien nous on va devoir attendre avril 2025 pour faire une vidéo sur les 15 ans de la saison 5. Ouais, c'est un petit peu longtemps, ouais. Bref, que dire de cette saison 4 ? C'est une saison riche et diversifiée.
qui a évidemment offert quelques horreurs, mais qui est clairement dans le haut du panier grâce à un nombre non négligeable de véritables perles. C'est aussi la saison la plus radicale politiquement parlant, rien que par son choix de compagne, dont la situation sociale est un pivot essentiel dans son développement. On peut être une secrétaire intérimaire et être la femme la plus importante de l'univers. Il est maintenant temps de laisser définitivement derrière nous Russell T. Davies, David Tennant et Catherine Tate, enfin, définitivement jusqu'en novembre prochain. Et moi, c'est ici que je vous laisse. Que pensez-vous de cette saison 4 ? Dites-moi tout dans les commentaires, et je vous retrouve très vite sur Paper Pot. Des zoubis.